Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle capsule concept qui abordera les routines, les habitudes et en quoi elles peuvent être liées aux actes créatifs. Donc on va démarrer avec des explications sur ce qu'on met derrière le terme routine, habitude mentale ou comportementale. Et ensuite on ira voir comment ces habitudes, ces routines, elles peuvent soit freiner, soit aider le processus créatif à se mettre en œuvre et nous-mêmes à faire œuvre de créativité dans les endroits où on en a envie. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, on a fait le tour de ce qu'on pouvait mettre derrière le terme routine. On a vu beaucoup de synonymes, de manières d'aborder la question. Et maintenant, il est temps de se demander dans quelle mesure ces routines, elles peuvent favoriser ou freiner des pratiques créatives. Est-ce que ces routines, elles sont plutôt bénéfiques ou plutôt nuisibles à l'acte créatif? Alors ici, je vais faire une précision, c'est que quand je parle de créativité, j'ai plutôt tendance à parler de la créativité de tous les jours, la créativité quotidienne. Des fois, on parle de everyday creativity dans les ouvrages anglais. Donc c'est vraiment la créativité de tous les jours, par opposition à la créativité éminente, la créativité qui a été reconnue et l'auteur fait preuve d'une renommée, il a une certaine réputation dans son domaine ou à l'échelle de toute la société. Et l'idée ici, c'est de dire que les routines dont je vais parler, et qu'elles soient bénéfiques ou nuisibles pour la créativité, elles vont être bénéfiques ou nuisibles pour la créativité de tous les jours. Et possiblement, après, ça peut être étendu à de la créativité professionnelle, dans le cadre du travail, ou à de la créativité éminente, au sens où là, on devient renommé, réputé, on passe à la postérité dans les sociétés humaines. Mais l'idée, c'est que ce sont d'abord des routines qui vont pouvoir nous aider à améliorer nos capacités et nos pratiques créatives du quotidien face aux défis de tous les jours. D'abord, je vais dissocier deux types de routines, d'habitudes. Ce sera les habitudes qu'on va pouvoir dire subies versus les habitudes qu'on va pouvoir dire construites, qu'on va pouvoir dire instaurées délibérément. Donc les habitudes subies, c'est ce dont je parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Ça va être des habitudes de type conditionnement, des habitudes nées sans notre consentement, entre guillemets, des habitudes de l'ordre de l'addiction, de l'accoutumance, des conduites addictives aussi. Et puis les habitudes instaurées délibérément, même si je ne rentre pas dans la question du libre arbitre, est-ce qu'il existe ou pas, on va dire que celles qui ont été instaurées délibérément, c'est celles qui sont nées d'une forme d'action consciente et volontaire. C'est celles qui sont nées aussi d'une forme d'autodiscipline. On s'est mis nous-mêmes nos propres règles et on s'y est tenu. Celles qui sont aussi liées à des apprentissages qu'on pourrait dire délibérés, c'est-à-dire qu'on a fait en conscience à nouveau. Donc voilà, ces deux pôles entre les habitudes subies, plutôt de l'ordre du conditionnement des comportements sans consentement de notre part, et de l'autre côté, les routines instaurées délibérément, qui ont été faites volontairement et par l'application d'une autodiscipline, par la répétition d'actions de manière délibérée et autodisciplinée. Alors, en quoi une routine peut-elle freiner la créativité? Il y aura trois pôles que je vais dessiner avec vous. Le premier, c'est lorsque une routine nous dépossède de notre capacité de délibération, de notre capacité de choix. Alors ça peut être par l'utilisation d'une technologie, met notre cerveau sous emprise, sous cloche, entre guillemets, ou ça peut être par des interactions sociales sans réciprocité. Alors l'exemple pour la technologie qui nous fait entrer dans des routines qu'on n'a pas choisies, auxquelles on n'a pas consenti, c'est le scroll sur les réseaux sociaux, c'est les séries télévisées avec l'épisode suivant qui se lance tout seul sans que vous ayez à cliquer. C'est évidemment dans la consommation de substances addictives, les drogues, l'alcool, ou dans les conduites addictives, le fait de traîner sur des réseaux sociaux sans pouvoir s'arrêter, les conduites addictives de type sexe, tout ce qui est quand le cerveau commande à notre place. Alors sur ces routines, qu'elles soient fortement conduites, manipulées, on va dire, qu'elles soient fortement orientées par des dispositifs technologiques ou juste par notre métabolisme, notre fonctionnement biologique qui a été un petit peu poussé à l'excès dans une certaine direction, il y a des nuances à avoir, c'est qu'il y a certaines routines, si elles ne sont pas d'ordre pathologique ou qu'elles ne causent pas de troubles particuliers, elles peuvent aussi avoir des effets bénéfiques. Par exemple, l'utilisation de psychotropes, des choses qui vont changer notre état de conscience, ça peut être bénéfique dans une certaine mesure pour faire se rencontrer des idées éloignées. Parce qu'on va entrer dans un état modifié de conscience, et à ce niveau-là, il peut arriver que des associations fertiles et intéressantes pour créer des œuvres originales
advienne. On pense aux artistes qui travaillent des fois sous drogue. Moi, je ne le conseille vraiment pas parce que ça a vraiment beaucoup d'autres effets négatifs. Nuance quand même sur certaines routines qui peuvent avoir un effet bénéfique. Mais là, quand je vous dis la consommation de psychotropes, j'espère que c'était occasionnel et donc on n'était plus sur des routines. Sinon, on parle vraiment d'addiction. Deuxième nuance à cet aspect routine où on a laissé notre capacité de choix et de délibération de côté, c'est que c'est au moins des activités où on peut aussi se ressourcer, on peut avoir des moindres dépenses énergétiques, on est passif et en même temps notre corps il fait d'autres processus et ça lui permet de se reposer. Et ça peut être l'occasion aussi à un réseau qu'on appelle le réseau du mode par défaut d'être un peu plus actif pendant cette période-là et de faire toutes les recombinaisons, les restructurations, élimination de déchets au niveau du cerveau en particulier qu'il peut avoir à faire. Donc c'est tout ce qui est les tâches en arrière-plan, les restructurations de notre espace conceptuel qui peuvent se passer à plein de moments et aussi quand on est dans des activités, quand on est face à un écran de manière passive, même si évidemment la difficulté c'est après de contrôler le temps qu'on y passe. Et à temps faire, si on veut être totalement passif, peut-être qu'il vaut mieux dormir, c'est aussi un super outil pour la créativité et le sommeil, on en parlera dans d'autres épisodes. Et surtout, ça permet de ne pas endommager soit le circuit de la récompense, soit d'autres processus biologiques qui sont importants pour d'autres fonctions que regarder un écran. Une autre manière de nous dessaisir de cette capacité de délibération et de choix, c'est dans les interactions sociales. C'est par exemple lorsqu'on fait preuve de conformisme social, lorsqu'on fait preuve de complaisance vis-à-vis des idées des autres avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'est à la fois une forme de protection et d'évitement du conflit, mais c'est aussi, si on le fait de manière répétée, si on adhère sans résister, sans questionner, c'est aussi une forme d'endormissement moral ou idéologique. Et on commence, avec ce type de routine, à ne plus remettre en cause beaucoup de choses qui, pour autant, pourraient nous être très dérangeantes. Et c'est, si je vais très très loin si je tire très très loin cette idée-là, c'est aussi une pente favorable à la mise en place de régimes autoritaires, puisqu'on n'a pas questionné de manière répétée plein de choses qui se mettaient en place, et ça devient la porte ouverte à d'autres formes de soumission, à d'autres formes de violence parfois aussi. Et dans le même type d'interaction où il manque cet aspect réciproque, cet aspect respect mutuel, des actions qui entrent en dialogue, on a cette habitude à la subordination, à l'assujettissement. Quand je me laisse guider, orienter, alors ça pouvait être par les dispositifs technologiques, on l'a vu avant, mais ça peut être aussi par d'autres humains, qui peut y avoir de manière très grave des phénomènes d'emprise mentale. Mais même si on ne va pas aussi loin que l'emprise mentale, lorsqu'on s'oblige à penser ceci plutôt que cela, ou qu'on accepte à penser et agir de telle manière plutôt que de telle autre, c'est une façon d'être subordonné, assujetti à une autre personne. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi problématique de manière générale, mais en plus pour la créativité, où on va avoir l'habitude de se conformer, même si, je mets encore une fois une nuance, une réserve à cet aspect-là, c'est que dans certains contextes, ça peut être favorable aussi pour qu'on ne dépense pas trop d'énergie, pour qu'on n'ait pas une fatigue nerveuse énorme et que ça nous permette après d'enchaîner avec des actions qui sont beaucoup plus intéressantes pour nous dans d'autres contextes plus fertiles et plus safe, plus secure. Une deuxième manière par laquelle les routines peuvent freiner notre créativité et notamment notre potentiel créatif ici, c'est lorsqu'on altère ou qu'on détruit certaines capacités cognitives, capacités sensorielles, capacités affectives, capacités sensorielles ou motrices sur le long terme, voire de manière irréversible. On se rapproche de troubles ou de pathologies ou d'accidents de la vie. Et une que je vais mettre en avant plus que les autres, c'est la notion de dette cognitive. Quand on parle de créativité, c'est vrai que souvent on parle et on réfléchit aux processus créatifs, on réfléchit aux processus cognitifs qui sont engagés. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est apparu avec les intelligences artificielles génératives, qui est la notion de dette cognitive, mais qui était déjà présente avant. C'est lorsqu'on se défait d'une action qui nous aurait demandé du raisonnement, de faire travailler notre mémoire, plein de processus cognitifs, et qu'on les laisse de côté et qu'on les laisse faire par une autre entité. Ça peut être une entité technologique, un dispositif technologique, ça peut être une autre personne, ça peut être un animal. L'idée n'est pas de dire qu'il ne faut plus rien déléguer, l'idée est de dire qu'il faut à nouveau choisir délibérément ce qu'on délègue et ce qu'on ne délègue pas, et aussi toujours savoir si on est en mesure de faire les activités qu'on a déléguées. Lorsque je parlerai de dette cognitive, c'est la délégation systématique à une entité externe de choses qu'on aurait pu faire nous-mêmes.
sur le plan cognitif en l'occurrence. Des exemples très anciens et qui faisaient peur d'ailleurs à leurs contemporains, c'est lorsqu'on a externalisé notre mémoire via la gravure, puis via l'écriture, puis via les disques durs. On a accepté à ce stade-là de déléguer le stockage d'informations et de ne plus le mettre dans notre tête, mais dans un dispositif externe. Ça a plein d'avantages par ailleurs, mais l'idée est de dire qu'on fait cette délégation et que ça nous donne une dette, en l'occurrence, vis-à-vis du dispositif externe ici. Ça pouvait être aussi quand on dit à quelqu'un, tu me feras penser que, hop, on délègue et on met dans cette personne un bout de mémoire qu'on aurait pu garder nous-mêmes. Un autre exemple, c'est lorsqu'on délègue notre capacité de raisonnement et de synthèse, notamment aux intelligences artificielles génératives de texte, où beaucoup peuvent avoir cette facilité de se dire, bon, je ne vais pas faire la synthèse moi-même, je le fais faire par quelqu'un d'autre, mais la question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'on a toujours cette capacité, et même quand on ne l'a pas, est-ce qu'on est en mesure de l'apprendre? Gros débat sur ces questions-là, mais encore une fois, ces routines, cette habitude à déléguer systématiquement à d'autres entités, ça peut nous faire perdre sur le plan du raisonnement et sur le plan de la synthèse. D'autres fonctions cognitives de haut ou bas niveau que je vous partage un peu en vrac, c'est la capacité d'investigation et de recherche avec les moteurs de recherche. Ils ont à la fois amplifié des choses où on n'aurait pas pu le faire nous-mêmes, et en même temps, ils ont réduit certaines aptitudes à aller chercher via d'autres entités, en allant discuter avec des gens, en allant dans une bibliothèque par exemple. Voilà, l'idée n'est pas de dire que c'est moins bien ou que c'est mieux, mais c'est juste une délégation de cette capacité d'investigation et de recherche à une entité externe. On a aussi une capacité très importante qui est la capacité d'inhibition. On va des fois parler de contrôle inhibiteur, la capacité à se retenir de faire quelque chose, à s'autoréguler. Et puis, beaucoup plus proche des activités créatives, la capacité à générer, la capacité de fluence, des fois on dit, ou de fluidité verbale ou figurative. Donc c'est la capacité à générer des mots. Quand on a le syndrome de la page blanche pour un écrivain, quand on doit faire une dissertation pour un étudiant de lycée en philosophie, cette fluence ou fluidité verbale ou figurative, la capacité à imaginer, à se projeter dans des scénarios, si elle n'existe plus, si elle n'est plus là, encore une fois, on peut la déléguer. À quel prix? Et puis, dans le domaine du langage, on a aussi toutes les capacités langagières qui ne se développent pas ou qu'on perd lorsqu'on dit truc ou machin à chaque fin de phrase parce qu'on n'a plus le mot qui vient. Ne plus faire cet effort-là et déléguer l'interprétation à notre interlocuteur, interlocutrice, pour qu'il se dise « Ok, j'ai compris à peu près ». Voilà. De manière générale, ça peut être assez fonctionnel parce qu'il y a plein d'autres manières de communiquer une idée que juste par les mots précis. Mais enfin, c'est toujours bien de pouvoir faire ça de manière précise et de ne pas déléguer soit à notre interlocuteur la responsabilité de l'interprétation, soit perdre petit à petit cette capacité langagière qui nous permet quand même de communiquer d'une manière beaucoup plus fine que d'autres types de langage différents du langage articulé. Autant le cultiver. En tout cas, voilà, je vous donne quelques envies et quelques idées qui sont les miennes. Si vous ne les partagez pas, n'hésitez pas à le dire et pourquoi, et ensuite on pourra en discuter. Un dernier aspect sur lequel les routines peuvent être des freins à la créativité, c'est lorsqu'elles rigidifient nos croyances sur le monde ou sur nous-mêmes. C'est-à-dire que par une suite répétée de pensées ou d'actes, on en est venu à cristalliser une forme d'idéal social, qui n'est pas forcément mauvais en soi, mais qui peut être de l'ordre d'un conservatisme idéologique, du type « c'était mieux avant ». Ça vient d'une réévaluation régulière du passé qu'on a parfois idéalisé, parfois jugé meilleur que ce qui est actuellement. Ça peut être sur des bases vraies, mais en tout cas, il faut voir sur quelle base s'est fait cette réévaluation. Et puis c'est aussi associé à des projections régulières dans le futur, qui sont des projections dystopiques, des projections dans lesquelles on n'a pas envie d'évoluer, des scénarios dans lesquels on n'a pas envie de vivre. Et ça, c'est aussi des choses où on peut imaginer qu'il y a d'autres manières de penser le monde. Et cette routine d'imagination d'un monde futur qui ne soit pas bon, ou d'imagination d'un monde passé qui était meilleur, ça peut aussi être lié à un biais qu'on appelle le biais de négativité, qui nous amène à voir un peu plus ce qui va mal que ce qui va bien. Et dans ce cas-là, on pourrait y voir une rigidification de nos croyances sur le monde. Une autre activité qui peut être délétère, c'est les commérages, les médisances surtout, les ragots, les rumeurs, qui sont une forme de cristallisation, rigidification idéologique, puisqu'en fait, elles nous amènent à tester auprès des autres notre idéal de société. Ah oui, ça, il faut le faire. Ah oui, ça, il ne faut pas le faire. Et les règles morales qu'on aimerait voir s'appliquer dans la société et au-delà de nous-mêmes. Et ça peut amener une fermeture idéologique envers ceux qui font différemment, donc une forme d'intolérance à la nouveauté ou à la différence.
Je nuance aussi cet aspect-là avec les ragots et les commérages parce que ça peut aussi être un espace de projection, de narration, de mise en récit, parce qu'on va se dire « Ah, t'imagines si un tel avait fait ci, si un tel avait fait ça ». Et dans ce cas-là, ça peut déboucher de manière fortuite sur une activité d'élaboration fictionnelle et possiblement donc d'actes créatifs. Et puis, la rigidification des croyances sur soi-même, ça peut passer par des boucles d'auto-jugement qui sont positives ou négatives. Je creuserai ce sujet-là un peu plus dans le détail dans d'autres vidéos, mais l'idée ici, c'est qu'on peut avoir soit des boucles de renforcement d'auto-flatterie, ça veut dire régulièrement on se fait des compliments à soi-même, ce qui n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. La question, c'est toujours quand on est dans l'excès, ça peut tirer vers de l'arrogance, de la mégalomanie ou un narcissisme excessif. Et puis de l'autre côté, on a aussi tous les auto-jugements à tendance négative, comme une forme d'auto-dénigrement systématique. Ah, c'est nul ce que je fais, ça va pas. Et là, qui ont clairement une fonction de destruction de l'estime de soi, de la confiance en soi. Donc, c'est pas une bonne routine à adopter. Et le mieux est d'essayer de s'en sortir. Des fois, on a le contrôle dessus, des fois, on n'y arrive pas. Une nuance que je peux apporter quand même, c'est que les jugements sur soi-même qui sont positifs, ça permet de flatter son ego et de réévaluer son estime de soi. Et en ça, c'est un bon point positif. Attention juste à l'excès, parce que je note que dans certaines études sur les magiciens ou sur les humoristes, donc des gens qui sont dans le milieu artistique, il y a quand même des taux de narcissisme assez élevés. Et ça, c'est pas forcément grave en soi, car ça ne les empêche pas d'être créatifs, à voir où est la juste dose. On a vu comment une routine pouvait être nuisible à la créativité, avec 3 points, lorsqu'elle nuit à notre capacité à délibérer, à faire un choix conscient, lorsqu'elle altère ou détruit des capacités cognitives, sensorielles, motrices sur le long terme et ou de manière irréversible, et lorsqu'elle rigidifie des croyances qu'on a sur le monde ou sur nous-mêmes. Les routines qu'on peut classer dans ces catégories-là, on va plutôt les considérer comme étant nuisibles à l'acte créatif, au développement du potentiel créatif ou à la réalisation d'œuvres créatives. Et de l'autre côté, on a des routines qui peuvent être très intéressantes pour la pratique créative. On a les routines qui permettent d'entretenir ou de développer l'outil de travail, c'est-à-dire le corps, les muscles, les organes vitaux et notamment le cerveau. On a celles qui vont permettre de développer le potentiel créatif, qui sont de l'ordre des apprentissages multiples qu'on fait. Souvent, on les associe à l'enfance, mais il y a encore plein d'apprentissages qui se font à l'adolescence et à l'âge adulte. Et puis, on a toutes les routines qui vont permettre de maintenir un niveau d'activité nécessaire pour la réalisation des œuvres créatives. C'est tout ce qui va être autour de comment ces routines nous permettent de persévérer dans des tâches qui font sens pour nous. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas de persévérer dans des tâches. Pour les routines qui nous permettent d'entretenir notre véhicule terrestre, si je le dis en des termes un petit peu poétiques, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'hygiène qui est favorable à la bonne santé en général. Donc ça va être un sommeil suffisant, une bonne hygiène alimentaire, une alimentation équilibrée, diversifiée, et une activité physique, sportive régulière. C'est tous les messages de santé que vous connaissez, mais qui sont toujours bons à rappeler. Et ils vont avoir un effet sur, évidemment, la brique qu'on met souvent en avant lorsqu'on parle de créativité ou d'intelligence d'ailleurs, qui est le cerveau. Pourquoi ces 3 activités-là sont essentielles pour le cerveau? Parce que l'activité physique, que ce soit une simple marche ou un sport un peu plus intense, ça va permettre l'oxygénation du cerveau, ça va permettre de faire marcher la circulation sanguine, les vaisseaux sanguins, et tout ça, eh bien, le cerveau, c'est quelque chose qui est irrigué en sang. Donc forcément, c'est toujours bien si ça permet de faire marcher l'outil de travail, de faire marcher l'outil corporel. Côté alimentation, c'est évidemment l'apport des briques de base, des nutriments, que ce soit des protéines, du gras pour la structure du cerveau. Le cerveau, ça reste une grosse boule de gras avec plein de tiges comme ça, filamenteuses, qui sont les neurones, qui sont toutes reliées les unes entre les ailes, qui sont toutes reliées les unes avec les autres. Et évidemment, le sommeil, parce qu'il permet à la fois d'éliminer des substances qui seraient en excès, des toxines, des choses qu'on pourrait qualifier de déchets. Si bon, dans le cerveau, ces substances-là sont juste des substances chimiques qui ne sont pas négatives en soi, mais c'est toujours la question de est-ce qu'elles sont en bonne quantité dans les organes où elles sont utiles. Et le sommeil, il va avoir aussi un impact intéressant sur la restructuration des liens neuronaux. Et ça peut avoir un effet sur, évidemment, nos idées. J'en parlerai un peu plus tard.
Pour les routines qui vont nous permettre le développement du potentiel créatif, j'en parlerai dans une autre capsule vidéo, mais je vais vous donner quelques éléments déjà ici. On a les apprentissages en tout genre. En général, on les classifie entre les apprentissages de type cognitif et sensorimoteur, donc qui font appel à la perception et à la motricité. Et on met aussi des fois les apprentissages de type affectif, qui sont celles qui nous permettent de nous autoréguler sur le plan émotionnel. Et donc, dans les différentes routines qui vont permettre ce développement du potentiel créatif, on peut avoir la confrontation régulière à des contraintes nourrissantes qui vont nous permettre de développer nos habiletés techniques ou sociales. Et là, on va avoir des contraintes qui sont de l'ordre d'une résistance, et il y a des résistances de plusieurs types. La contrainte peut être un vrai catalyseur pour les activités créatives. On va avoir des résistances dans nos interactions avec la matière, et là, on peut avoir des résistances pour la tête, donc des savoirs qui sont des savoirs sociaux. On ne sait pas telle chose qui est présente dans la communauté, on va essayer de l'apprendre, ça va nous résister, et de fait, on va travailler notre potentiel général et ça va pouvoir aussi améliorer notre potentiel créatif. Donc c'est les savoirs sociaux, les savoirs profanes, les savoirs expérientiels et les savoirs scientifiques aussi. Et là, les activités, ça va être de type lecture, étude ou des expérimentations et des raisonnements en temps réel, comme des mini-scientifiques dans notre vie de tous les jours. Tout ça, ça peut augmenter le potentiel créatif via, comme on l'a dit, des résistances pour notre tête. On peut aussi avoir des résistances pour notre cœur et pour notre corps. Je fais référence à un modèle qui s'appelle tête, corps, cœur ici. C'est pour ça que les résistances pour notre corps, pour travailler certaines gestuelles, notre dextérité, des habiletés motrices fines, ou pour notre cœur, pour travailler les compétences affectives, pour travailler notre gestion émotionnelle. On parle des fois de compétences socio-émotionnelles ou compétences émotionnelles tout court. Donc ces résistances pour le corps, ça va être le sport, l'activité physique comme on l'a dit, les artisanats, les activités manuelles, type menuiserie, ébénisterie, fabrication de verre, tout ce qui nécessite une technique pour fabriquer des objets, ou alors même des arts, c'est-à-dire qui visent plutôt le beau, l'esthétique, ou d'autres fonctions que l'artisanat, et qui vont pour autant demander la maîtrise technique. Par exemple, un peintre, un sculpteur, beaucoup de champs des arts plastiques, ou même des arts performatifs, l'humour, la danse, la musique, le chant, tous ces arts-là demandent un travail sur le corps, sur les affects, sur sa gestion de soi, et en ça, ils sont des résistances fécondes, des contraintes nourrissantes pour le développement du potentiel créatif. Et puis, dans le champ des résistances qui peuvent apporter énormément à notre potentiel créatif, on a aussi les résistances dans les interactions sociales. Ces résistances via des interactions sociales, on parle parfois, dans le champ des sciences de l'éducation, de conflits socio-cognitifs. On a un conflit qui est généré par nos interactions sociales et qui rebat les cartes dans notre champ de conception, dans nos représentations. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très fertile pour le potentiel créatif. Dans les interactions sociales, pourquoi elles peuvent être bénéfiques? C'est parce qu'elles présentent soit des bénéfices, des gains ou des dangers potentiels. Alors, je vais en mentionner 3 ici très rapidement. On peut avoir des résistances d'ordre idéologique. Cette personne n'est pas d'accord. Comment je fais pour la faire adhérer à mes valeurs? Comment je fais pour obtenir son adhésion à mes croyances et à mes valeurs? Est-ce que je dois changer mes croyances et mes valeurs? Est-ce que je dois accepter les siennes? Mieux m'autoréguler? Donc on voit tout ce que ça peut faire générer en termes d'auto-questionnement ou en termes de changement de représentation. Et là, c'est sur le plan des résistances idéologiques. On peut aussi avoir des résistances d'ordre affectif. Cette personne ne m'aime pas, comment je peux faire pour qu'elle m'aime? Comment je peux faire pour obtenir son approbation, son amitié? Est-ce que je dois changer mes comportements, agir différemment? Et puis on a des résistances de type opérationnel ou instrumental, dans le sens je veux faire quelque chose ou je veux faire quelque chose à quelqu'un et comment je m'y prends. Un exemple classique, c'est cette personne ne veut pas coopérer avec moi. Ça, c'est la situation sociale. Qu'est-ce que je fais? Comment faire pour qu'elle agisse dans une direction qui me convient? On peut aller vers de la manipulation, on peut aller vers de la négociation, de la persuasion. Est-ce que je dois changer mon discours? Est-ce que je dois accepter sa non-participation? Encore une fois, ces situations-là sont propices à plein de questionnements et de changements de représentation ou de comportement qui vont permettre de développer notre potentiel général, si j'ose l'appeler comme ça, et entre autres notre potentiel créatif. La dernière classe de routines que je vais exposer ici, ce sont les routines qui permettent de maintenir un niveau d'activité suffisant pour que les tâches créatives qu'on a engagées se réalisent et se terminent. Donc, pour parler d'une activité, en général, on va parler de l'initiation,
de l'action, puis de la sortie de cette action. Et alors les routines qui vont être pertinentes pour que ce cycle se passe bien et qu'il y ait donc persévérance et aboutissement du travail créatif, on va avoir plusieurs points. À l'initiation, ça va être toutes les routines qui permettent d'écarter toute activité concurrente attractive, d'écarter toute pensée démotivante qui conduit à l'évitement, à la fuite. Au niveau de l'action en elle-même, ça va être toutes les routines qui permettent la mise en œuvre d'habiletés suffisantes. C'est ce qu'on a dit avec le passage précédent sur le développement de son potentiel. Ça va être tout ce qui permet la réactivation continue à l'identique et des bifurcations. C'est tout ce qui est la planification stratégique. Ça va être tout ce qui permet le renouvellement de ce cycle exécution-observation, exécution-observation. Et c'est tout ce qui permet qu'il puisse apparaître des moments de flow. Le moment de flow, c'est un moment de concentration extrême, d'absorption cognitive intense. Je ne développe pas plus ici, mais si vous voulez aller creuser le sujet, les mots-clés, c'est Flow, F-L-O-W, et l'auteur très connu sur ce sujet, c'est Csikszentmihalyi. Difficile à écrire, je vous l'écrirai quelque part. Et donc la question, c'est comment on favorise la persistance dans l'action, que ce soit à la fois par des choses qui permettent d'initier de manière plus facile, de rester de manière plus facile dans l'action, ou de sortir de manière satisfaisante de cette action. Pour les routines qui vont permettre ça, on va avoir toutes les routines qui sont de l'ordre de l'autodiscipline, du rituel. Ça va être s'appliquer à un ensemble de règles identiques sur une période donnée, dans le but d'accomplir une mission qui fait sens à nos yeux. Donc là, on va avoir des règles d'entrée, quelles sont les actions que je dois faire pour initier l'action, des règles de sortie, qu'est-ce que je vais faire et quand est-ce que je clôt l'action. Ça peut se manifester sous forme de mantra ou de règles écrites, un engagement presque moral envers soi-même ou même papier. On va avoir toutes les routines qui nous permettent l'autorégulation, la stabilisation de notre humeur. De manière globale, ça va être en cultivant sa santé mentale au quotidien, sa santé tout court d'ailleurs. Et de manière spécifique, ça va être en notifiant et en traitant de manière adéquate les émotions qui nous traversent. Et un dernier pôle, c'est toutes les routines qui vont permettre la concentration, le focus. Je le dis en bon franglais. Donc tout ce qui va permettre d'éliminer les distractions. Alors ça peut être de manière active, en situation, on va éliminer les distractions, je vais inhiber, ou ça peut être de manière préventive par l'anticipation et l'évitement des distracteurs. Et ça va faire appel à la planification, l'organisation. On va s'offrir volontairement des temps de création. Donc on va éliminer tout ce qui pourrait occuper notre esprit ou être dans notre champ perceptif et qui pourrait être un distracteur. Via la planification, on va aussi écarter les tentations et prioriser certaines pratiques. Donc c'est en ça que ces routines-là, ces manières d'agir-là vont être bénéfiques. Un autre type de choix, qui n'est pas vraiment une routine, mais qui peut être propice à l'installation de bonnes routines, c'est le choix d'environnement favorable à ces routines et à l'accomplissement créatif. Alors c'est pas une routine en soi, mais c'est un choix délibéré qui va participer à la mise en place de routines qui sont pertinentes pour nous. Ça va être par exemple un contrat moral avec une altérité, avec une autre personne. Je dis à quelqu'un, ouais, je vais faire ça et je m'y tiens, je te le dois, entre guillemets. Ou avec une entreprise, ou avec une institution, ou avec une association, tout type de collectif qui existe dans lesquels on va s'obliger à faire une certaine mission, une certaine tâche. Et une autre manière de se mettre à portée d'environnement favorable pour l'accomplissement créatif, c'est de construire ou d'accéder à des équipements techniques d'augmentation humaine. Tout ce qui peut nous permettre de faire mieux que ce qu'on serait capable de faire soi-même. Et évidemment, il y a les autres humains, mais là je parle plutôt de dispositifs techniques. Déménager pour être dans un lieu qui est plus correct, où il y a plus d'opportunités autour de nous, passer de la ruralité à la métropole, ou inversement, de la métropole à la ruralité, à d'autres lieux de vie. Ou alors, c'est essayer d'aménager son lieu de vie ou son lieu de travail d'une certaine manière, décorer ou enlever les décorations, ou juste y installer des choses qui sont propices à la créativité. Alors on l'a vu, une routine, elle peut être bénéfique à l'accomplissement créatif si elle permet d'entretenir notre véhicule corporel, si elle est propice au développement du potentiel créatif via la confrontation à des contraintes nourrissantes, à des résistances avec la matière ou avec les autres êtres humains, et si elle nous permet de maintenir une activité dans le temps propice à la réalisation de ces accomplissements créatifs qui nécessitent plusieurs touches et retouches et qui occupent un temps non négligeable dans notre vie. Alors on a vu les routines qui pouvaient freiner
la créativité, l'accomplissement créatif, le potentiel créatif. On en a vu certaines qui pouvaient aider. Et alors on pourrait se dire maintenant comment faire pour installer les bonnes routines et éliminer les mauvaises. Comment concilier les routines et l'accomplissement créatif. On l'a vu que cette vision n'était pas tout à fait vraie, mais on pourrait dire que faire preuve de créativité, d'une certaine manière, donc c'est faire œuvre originale, nouvelle, d'une certaine manière, c'est se défaire de ces automatismes. Donc se défaire, ça veut dire, est-ce qu'on va les éliminer, ces automatismes? Est-ce qu'on va les remplacer par d'autres automatismes, par d'autres routines? Est-ce qu'on va diminuer le caractère automatique? Et puis surtout, quels automatismes? Quels conditionnements? Ou quelles routines? Alors je pense avoir donné assez d'éléments qui vous permettent de vous-même naviguer là où vous avez envie d'aller avec vos propres contraintes et vos propres envies. Mais je vais donner quand même quelques éléments qui sont techniques de modification du soi, de ses comportements et de ses schémas cognitifs. Et puis quelques éléments sur des routines qui me semblent pertinentes d'abandonner et d'autres qui me semblent intéressantes à continuer et à instaurer. Là, on sera beaucoup plus sur un avis personnel, mais je vous le délivre quand même, ça peut toujours être intéressant. Alors, comment on peut se défaire de routines comportementales? Ici, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quand même des outils qui permettent de le faire, notamment celles issues des théories cognitives et comportementales. Il y en a dans plein d'autres types de psychologie, et l'idée, c'est pas de vous faire une thérapie ici, parce que c'est pas du tout mon rôle. Mais en tout cas, ça peut vous donner quelques outils pratiques et intéressants si vous voulez essayer de vous défaire d'une routine comportementale, sachant que souvent, c'est beaucoup plus facile quand on essaie d'en instaurer une autre qui vient la remplacer, parce que sinon ça peut créer un vide, et ce vide-là, vous allez potentiellement continuer à le combler avec cette routine-là. C'est aller voir qu'est-ce qui a amené à cette routine avant d'opérer ce schéma que je vais vous proposer pour essayer de les contourner, de les diminuer, ou en tout cas de les modifier. Ici, je vous donne une petite recette de cuisine. La première chose à faire, c'est notifier la pensée ou l'action et son contexte d'apparition. Identifier l'intention d'action qui est présente à chaque fois que vous êtes dans ce contexte et les interprétations qui arrivent, qui adviennent. Si ça nous convient, on garde. Si ça ne nous convient pas, par contre, là, on va travailler à élaborer des modes d'action alternatifs. Donc, il va falloir se poser et imaginer consciemment des actions alternatives à celles qu'on réalise habituellement, qui est notre routine, en l'occurrence, peut-être même un automatisme ou un conditionnement. Ensuite, on va essayer de les mettre en œuvre dans un contexte sécurisé, simulé, par exemple, comme à l'école, on essaie de faire ça, ou dans des casques de réalité virtuelle si vous êtes très techno-enthousiaste. Et puis après, on va mettre en œuvre ce nouveau comportement, cette manière d'agir alternative, dans des contextes de plus en plus proches de la réalité. Donc, identification de l'action qui nous pose problème, de son contexte d'apparition. Ensuite, on imagine des scénarios et des manières d'agir différentes et on les met en œuvre dans des contextes très sécures au départ et de plus en plus proches de la réalité par la suite. L'idée, c'était de vous montrer ce qu'une routine, ce qu'on peut mettre derrière ce terme, avec toutes les habitudes mentales et comportementales que ça peut recouvrir. On a vu aussi en quoi elle pouvait être bénéfique ou nocive pour la créativité, pour le potentiel créatif et l'accomplissement créatif. J'espère que ça vous a donné matière à réfléchir et on se retrouve bientôt pour le réflexe critique associé à cette capsule concept et probablement pour d'autres vidéos à l'avenir. Allez, ciao!